Studio Cédric Verreault, notre chroniqueur politique, qui est conseiller en affaires publiques chez Catapulte, donc ici dans Saint-Sauveur. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir assisté à cette entrevue donc avec Simon Bérubé, le candidat bloquiste. Tu dois avoir du fun en ce moment, hein, campagne électorale fédérale comme ça, un maniaque de politique comme toi. C'est comme un enfant dans une confiserie. C'est mon Super Bowl qui dure Ouais. 5 semaines quand même, Philippe. Puis j'étais particulièrement content de pouvoir me joindre à vous pour cette entrevue avec Simon Bérubé du Bloc québécois parce que je suis d'abord un résident, tu le sais, de Saint-Sauveur, donc de Québec-Centre. Puis selon moi, notre circonscription, elle illustre bien la dynamique qui est à l'œuvre dans l'ensemble du Québec dans cette campagne qui se joue entre le Bloc québécois et le Parti libéral. Je m'explique. Je me remémorais là, quand on a commencé à chroniquer ensemble en janvier, donc puis ensuite, il y a encore quelques semaines à peine, lors de ma dernière chronique, hein, j'ai pris une petite vacance, ça fait 1 mois là, qu'on s'est vus. Depuis, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées. On a un nouveau chef libéral, un nouveau premier ministre, un nouveau conseil des ministres avec notre député ici dans Québec, devenu Québec-Centre, Jean-Yves Duclos, qui a subi, on doit le dire, une démotion, donc il a été exclu du conseil des ministres de M. Carney, qui s'est vu non seulement retirer ses fonctions de ministre, mais celles de lieutenant du Québec. Hein. M. Duclos était le visage du Parti libéral au Québec, le premier répondant là, à toutes les requêtes médiatiques et autres. Et donc, Québec-Centre, pour toutes ces raisons-là, est exactement le genre de circonscription que le Bloc visait pour faire un gain si on remonte soit il y a quelques semaines ou il y a quelques mois à peine, un peu comme on le voit dans d'autres circonscriptions comme Chicoutimi-Le-Fjord, comté conservateur, c'est Richard Martel là-bas qui va se battre pour sa réélection, ou des comtés libéraux en Montérégie et en Estrie où le Bloc aurait été susceptible de faire des gains. La preuve, c'est que Simon Bérubé, avec qui on vient de discuter, c'était le premier candidat bloquiste à avoir été investi par le Bloc québécois en vue de ce scrutin-ci, il y a plusieurs mois. Mais je nous ramène à une chronique, en fait à un sujet qu'on a discuté ensemble dans une autre chronique il y a quelques semaines, le fameux effet de ralliement là, autour du drapeau. Donc cette idée qu'en période de crise, les gouvernements ont les appuis surgissent, on le voit à l'œuvre en ce moment, puis ça bouge très vite. Ouais. On se fédère autour du drapeau, c'est-à-dire que comme le pays entier est plongé dans cette crise-là qui l'oppose à son puissant voisin du Sud, là, tout d'un coup, les gens ont envie de se liguer ou en tout cas de se rapprocher de formations qui sont susceptibles de prendre le pouvoir. Ça fait longtemps que le Bloc n'a pas détenu Québec, hein, la circonscription de Québec. Christiane Gagnon. Christiane Gagnon, c'était avant la vague orange, si je ne me trompe pas. Ça remonte à avant la vague orange. Madame Gagnon s'est d'ailleurs représentée en 2019 et c'est la candidate bloquiste qui a passé le plus près à pouvoir dérober Québec des mains des libéraux. Monsieur Duclos, à ce moment-là, avait obtenu son score le plus serré, finalement. Mais si j'étais dans l'équipe de campagne de M. Duclos, je me ferais rassurant parce que notre député a augmenté sa marge de victoire à chacune de ses élections. Et je me suis replongé dans les chiffres, Philippe. Pour te donner une petite idée, là, on parle beaucoup d'une supposée baisse des conservateurs. Ou en fait, je vais plutôt poser la question, est-ce que c'est les conservateurs qui baissent ou les libéraux qui montent? Ou c'est quoi les dynamiques finalement à l'œuvre dans le sous-sol des intentions de vote? En janvier, quand on a commencé à chroniquer ensemble, les conservateurs étaient à 45% des intentions de vote. Il y a 1 mois, donc avant l'élection de M. Carney comme chef du Parti libéral, c'était le 9 mars, on est le 2 avril, ils étaient à 39%. Donc oui, ils ont baissé de 5% environ, les conservateurs. Mais aujourd'hui, ils sont encore à 38-39%. Donc les conservateurs sont exceptionnellement stables pour une période de campagne électorale. Les libéraux, en janvier, étaient à 21%. Aujourd'hui, ils sont à 43%. Ils n'ont plus que doublé leur score. Et où est-ce qu'ils vont chercher ces appuis additionnels-là? Au Québec, effectivement, c'est dans les dalles du Bloc québécois, qui est passé de 9% à l'échelle nationale, ce qui veut dire environ 40% des intentions de vote au Québec, à aujourd'hui 6%, ce qui se traduit à autour de 23%. Puis pourquoi ce chiffre-là, moi, m'occasionne un petit stress, puisque je fais mon coming out, je suis indépendantiste. Bienvenue dans la grande famille. 23%, je vous le rappelle, je nous fais remonter de quand même 15 ans, c'est le score du Bloc québécois en 2011, l'année de la vague orange, l'année où le Bloc québécois est passé du premier parti au Québec à une poignée de députés, c'était une dizaine. À 23%, être dans la campagne du Bloc québécois, en ce moment, je me questionnerais. Et comme tu l'as bien souligné à Simon Bérubé,
qu'est-ce qui fait que la campagne bloquiste n'arrive pas à se saisir de toutes ces gaffes ou ces pelures de bananes que M. Carney met lui-même sur son chemin dans sa relation avec le Québec, évidemment doublée d'une maîtrise un peu défaillante de la langue française. Bref, il y a vraiment de quoi se questionner. Il n'y a rien qui colle à la peau de Mark Carney jusqu'ici. Ouais. Parce que effectivement, les analystes sont unanimes. Les libéraux vont siphonner ces voix-là au Bloc et au NPD. Mais moi, j'ai l'impression que le Bloc va survivre à une dégelée électorale. Le Bloc est là pour... Ils l'ont déjà fait. Ils l'ont déjà fait. Mais c'est pour le NPD que c'est plus préoccupant. D'abord pour l'avenir de Jack Meeting, je ne sais pas si tu es d'accord, parce que lui, il ne résistera pas à une défaite, peut-être même dans sa propre circonscription dans les sondages. Oui, même dans sa propre circonscription, il est menacé. Un aspect qu'on ne discute pas tant, c'est qu'il y a eu une révision de la carte électorale depuis la dernière élection fédérale en 2021. Il y a une raison pour laquelle Québec est passé de Québec à Québec-Centre. Bref, il y a eu c'est pas juste des retouches esthétiques dans les noms, c'est aussi des retouches dans les frontières entre les circonscriptions. Puis dans le cas de M. Singh, effectivement, en banlieue de Vancouver, son comté maintenant a avalé une partie d'un ancien comté libéral. Donc ça s'annonce déjà plus corsé pour lui. Mais effectivement, je le mentionnais, au Québec, les libéraux siphonnent peut-être des voix au Bloc québécois, mais partout ailleurs au pays, sans exception, le transfert de voix, il est clair, il est limpide. Le NPD est passé en janvier de 18 % des intentions de vote à 8 % aujourd'hui. On en avait déjà discuté. En quelque sorte, je souhaite presque à ce parti de subir ce réveil-là d'un tel score qui les ramènerait finalement aux années pré-Jack Layton. Là, on remonterait à l'époque de Alexa McDonough et puis tout ça, au début des années 2000, pour se réveiller. Le NPD risque de se réveiller au lendemain du scrutin, le 29 avril, avec une poignée de députés peut-être au centre-ville de Vancouver, un ou deux peut-être au centre-ville de Toronto, mais tous les autres centres urbains canadiens, que ce soit Winnipeg, Regina, Saskatoon, Edmonton, Calgary, où normalement ce parti-là a des assises historiques, en plus des comtés davantage de col bleu, travailleurs, où que la présence de syndicats est très forte. Mais dans tous ces autres endroits-là, ils risquent de subir des pertes assez phénoménales. As-tu regardé des les députés chiffres de qualité. Dans Rosemont pour Alexandre Boulris? Je n'ai pas vérifié les chiffres dans Rosemont pour M. Boulris, mais ce que je peux vous dire, c'est que M. Boulris, il doit un peu fatiguer de devoir être le visage du parti à l'échelle du Québec et de devoir prendre toutes les demandes médiatiques parce que pendant ce temps-là, il ne peut pas se consacrer à 100% dans son comté. Puis effectivement, avec les chiffres qu'on a aujourd'hui, ce qui pourrait sauver M. Boulris, c'est que le Bloc ne soit pas tellement fort. Parce que si le Bloc est encore au niveau qu'il était il y a encore quelques semaines ou quelques mois, il aurait pu perdre aux mains des bloquistes. Aujourd'hui, il pourrait se glisser entre un parti libéral revigoré et des bloquistes qui maintiennent leurs appuis. Pourquoi ce succès-là de Mark Carney? Le succès actuel, en tout cas, mathématiquement, ça marche bien dans les sondages. Les libéraux doivent se féliciter d'avoir fait ce choix-là parce que c'est payant. Ça a l'air payant, en tout cas. Pourquoi? Ben écoute, je me pose un peu la même question comme électeur et non comme analyste, Philippe, c'est-à-dire au Québec, là, à l'échelle du pays, l'effet de ralliement, c'est un peu bête, mais je retourne à ça, le contexte de crise. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est qu'à mon avis, puis là, vous allez pouvoir me citer au pire le 29 avril, là, M. Carney a gagné sa campagne vendredi dernier. Qu'est-ce qui s'est passé vendredi? Vendredi dernier, c'était le premier appel entre le président américain et Mark Carney. Puis au sortir de cet appel-là, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas dans les commentaires ou dans les analyses médiatiques, il y a eu comme un déclic. C'était le retour du respect. Puis un retour du respect qui, pour nos amis, surtout canadiens-anglais, ça vient un peu calmer leur anxiété existentielle face aux voisins américains. Au Québec, ça ne s'est peut-être pas ressenti exactement de la même manière. On est peut-être encore dans l'idée là, qu'on a besoin d'un pilote dans l'avion, les fameux 2 mains sur le volant. On l'a vécu en 2008 avec les libéraux de Jean Charest. Maintenant, on le vit à une échelle tout à fait différente avec des impacts beaucoup plus importants à l'échelle géopolitique, avec cette crise, cette guerre commerciale plutôt. Mais M. Carney, selon moi, ce jour-là, ça a confirmé que c'était d'abord une perception qu'il allait mieux gérer que son prédécesseur. Maintenant, on commence à voir les fruits de cette relation changée-là. On sent que le président américain, finalement, tenait peut-être M. Trudeau en grippe, tandis que là, il tient M. Carney en estime. Oui, parce que M. Trump s'est dit enchanté de sa conversation avec Mark. Oui, Mark voilà. Carney. Mais là, évidemment, tout ça pourrait déchanter dès la fin de journée aujourd'hui. À 16h, la Maison-Blanche va annoncer son fameux jour de la libération, ses tarifs réciproques. Par contre, je tiens à le dire, là, je mentionne que M. Carney a peut-être... solidifier ses acquis vendredi dernier, mais il y a aussi une journée dans la campagne où il pourrait perdre toutes ses avancées, ou du moins
un moment où une majorité pourrait lui glisser entre les doigts et qu'on retomberait dans une dynamique plus serrée ou qu'un gouvernement minoritaire, c'est peut-être l'issue du scrutin. Puis ça, c'est s'il offre une performance catastrophique au débat en français. Au débat en français, c'est une chose parce que son français est pitoyable, hein, puis on a même de la misère à comprendre comment il va faire pour se dépatouiller contre des politiciens aussi éloquents que Blanchet et même Poilievre. Mais il y a le débat en anglais aussi, parce que Poilievre est un débatteur aguerri. Féroce. Il en fait depuis qu'il est à l'université. Il adore ça, visiblement. Carney, on ne rappelle pas suffisamment qu'il en est à ses premières armes en politique. Là. Puis un débat, c'est stressant. Ça doit être extrêmement stressant. Puis c'est pas particulièrement Puis c'est pas le illustré. gars le plus chaleureux. C'est pas le meilleur politicien avec le monde ordinaire, mettons. Là. Heureusement, c'est un homme qui vient des élites, ça se sent dans sa... Heureusement, un débat, son c'est pas attitude. fait pour parler aux gens ordinaires. C'est un peu ironique. Ce que je veux dire, on va chercher la clip, on va chercher l'attaque qui va faire vaciller l'autre. Et évidemment, ça va pas être beau comme débat, là, avec M. Poilievre et M. Blanchet, pardon, qui vont se mettre à deux sur le cas de M. Carney. Il ne s'est pas particulièrement illustré, d'ailleurs, M. Carney, dans les débats de la course à la chefferie libérale. Donc, oui, le débat en anglais est tout aussi important parce que le chemin de la victoire des libéraux passe nécessairement par l'Ontario. Mais j'insiste sur celui en français parce que le chemin vers une majorité libérale passe par le Québec. On a encore un peu de temps. Cédric, tu voulais nous parler d'outils donc, qui, pour aider les électeurs à faire leur choix. Oui, parce que, comme tu le sais, j'aime toujours ça, ramener ma formation en sciences politiques à l'Université Laval à la chronique. Puis, il y a deux outils que je vois beaucoup passer en ligne qui sont en fait le fruit là, de travaux de chercheurs en sciences politiques que j'ai eu comme professeur à l'Université Laval. Beaucoup connaissent la boussole électorale qui est à l'œuvre à tous les paliers depuis plusieurs années, là, autant provincial qu'au fédéral. C'est Radio-Canada qui fait ça, je pense? En fait, c'est Vox Pop Lab, pour être précis, mais effectivement que la plateforme donc, est Radio-Canada, le diffuseur, mais ça a été designé en bon français par des chercheurs de l'Université Laval. Puis il y a aussi le petit nouveau, Datagotchi, qui est apparu au dernier scrutin fédéral en 2021. Puis, je tiens juste pour les gens qui sont peut-être un petit peu moins familiers avec l'approche, démêler tout ça. Parce que la boussole, comme le nom l'indique, ça sert supposément à aider les électeurs à faire leur choix. C'est pas le cas de tous les outils qu'on retrouve en ligne, là, où on pose des questions, puis on tente de vous dire, on a tendance à penser que ça va m'indiquer pour qui je devrais voter, pour qui ça aurait du sens. La boussole électorale, tout ce que ça mesure, c'est votre degré d'accord avec les programmes des partis politiques. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas prendre ça pour du cash? C'est qu'il n'y a pas de pondération des enjeux. Puis ce que je veux dire par là, c'est vous allez peut-être prendre la boussole, ça va vous sortir que vous êtes d'accord à 80% avec le programme du parti Rhinocéros. Ouais. Mais il se peut que le 20% avec lequel vous n'êtes pas d'accord, il soit vraiment essentiel pour vous. Puis qu'il soit un peu l'obstacle, le bloquant au fait de passer de « Ah, je suis d'accord avec beaucoup de leurs idées » à « Certes, je vais les appuyer. Ouais. » Puis moi, je fais partie de cette catégorie d'électeurs-là qui a un haut degré d'accord avec une bonne partie des programmes de beaucoup de partis politiques. Pas tous, heureusement, mais une majorité. Donc, il faut le prendre avec un grain de sel. Il faut que vous preniez le temps d'aller voir c'est quoi là-dedans qui fait vraiment la différence pour moi. Est-ce que j'ai des enjeux qui me tiennent particulièrement à cœur et qui font que je dois reconsidérer mon choix, même si je suis d'accord avec la très grande majorité des propositions qui sont sur la table. Après ça, pour terminer sur Datagotchi, bon, ça, c'est un petit peu plus ludique. Datagotchi vous pose des questions sur votre style de vie, vos habitudes de tous les jours, votre style vestimentaire, la manière dont vous vous déplacez pour aller au travail ou même où vous achetez votre café. Je l'ai vu passer là, à un bulletin de nouvelles de TVA. Les électeurs néo-démocrates vont plus au Starbucks que les conservateurs qui vont au Tim Hortons. Oui, c'est ça. Et puis même là, je vous dirais qu'ils n'ont pas inclus le choix des cafés indépendants, donc je m'en suis désolé. Je fais partie de cette minorité-là. Datagotchi n'est pas un outil d'évaluation, mais bien de prédiction de votre vote. Puis c'est une approche qu'on voit en comportement électoral, en sciences politiques, c'est du lifestyle politics, qui finalement incarne ce qu'on va plus appeler le marketing politique dans la vie de tous les jours, ce que beaucoup de gens se désolent, que la politique est un peu devenu un processus de vente, on va vous vendre le meilleur produit. Puis ça a été inventé, pas inventé, mais appliqué pour la première fois en politique canadienne par le Parti conservateur du Canada. C'était à l'époque de Stephen Harper. C'est dans la même veine que lorsque les partis sont dotés de vastes banques de données pour contacter et cibler les électeurs. Et pour la petite anecdote, j'ai appris moi-même dans mes cours que dans cette première campagne où les conservateurs ont appliqué les principes de base du marketing politique, qu'ils avaient développé deux archétypes pour différencier les électeurs à qui ils devaient, pas qu'ils devaient convaincre,
mais ceux à qui on doit prendre le temps de parler, puis ceux qu'on peut exclure à la base, puis même pas gaspiller d'énergie sur eux autres. J'oublie leur prénom, mais essentiellement, il y avait une Sarah qui habitait en condo au centre-ville, dans ce cas-ci, disons, de Toronto, qui faisait du yoga et qui achetait son café au Starbucks. Puis il y avait, disons, Steve, qui habitait dans le GTA, donc en banlieue torontoise, dans une maison unifamiliale avec une cour en garage, et qui, lui, achetait son café au Tim Hortons. Et puis, la leçon de cette caricature-là, c'était que Sarah, ben, c'est certain qu'on aimerait qu'elle vote pour nous dans un monde idéal. Mais avec les moyens limités qu'on a comme parti politique pour rejoindre les gens dans l'univers qui est le nôtre maintenant, on est bombardé d'informations. Vous les voyez, les publicités comme moi, à la télé, quand vous regardez une vidéo sur YouTube ou sur n'importe quelle plateforme de streaming, ou dans vos médias, évidemment, avec la pléthore d'articles qu'on pourrait lire à tous les jours et qu'on n'arrive pas à arriver à la fin. Sarah ne sera jamais priorisée par les militants du Parti conservateur, tandis que Steve, lui, il va en avoir des coups de téléphone puis des pamphlets sur sa poignée de porte. Fascinant tout ça. Merci beaucoup, Cédric. On se revoit dans 2 semaines. Tout à fait. Bye bye.